à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission B2B. Pour m'accompagner aujourd'hui, Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Tom, ça va bien? Ça va très bien et vous-même? Très bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Frédéric, sur notre invité du jour? Bien sûr, on reçoit un passionné de la vente, plus de 25 ans de carrière dans la grande distribution, chez Manor, au sein du groupe Migros. Il s'est occupé des clients suisses, aussi chinois, même indiens. Et puis depuis une année, il dirige Migros Genève. C'est sa première grande interview. Elle est dans le B2B, donc on est ravis. Notre invité aujourd'hui, c'est effectivement Grégory Descaillets, directeur de Migros Genève. On a plein de questions à lui poser. Ça arrive tout de suite. Bonjour Grégory Descaillets. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Frédéric le disait en présentation, vous êtes donc directeur de la société coopérative Migros Genève. Vous êtes en poste depuis quasiment une année. À l'annonce de votre nomination, vous déclariez, je cite, que vous vous réjouissiez du défi que représente la direction d'une coopérative régionale. Est-ce que vous ressentez le même enthousiasme aujourd'hui, une année après? Il est décuplé. À quel point? Je ne sais pas si décuplé, ça se quantifie, mais il est nourri, les défis sont nombreux et le plaisir est là. Alors, on rappelle que Migros emploie plus de 2000 personnes dans le canton de Genève. Quel bilan est-ce que vous tirez, vous, de cette première année sur le plan humain? C'est une année de ralliement, c'est une année, on va dire, de mise en énergie. Nous venons d'une situation un petit peu compliquée dans les dernières années, en termes d'équipe, en termes de positionnement stratégique, que nous réorientons maintenant depuis l'année dernière. Et nous avons des équipes qui, à travers un programme de transformation, se réorientent en termes de vision et d'ambition. Et donc, beaucoup d'énergie positive au sein des équipes. Le canton de Genève, c'est l'un des plus petits de Suisse. Est-ce que vous voyez ça comme une force dans le sens que ça vous permet d'être finalement plus proche de vos équipes, d'accentuer l'expérience terrain? Je pense par exemple à d'autres cantons comme Berne ou Vaud qui sont plus grands, plus denses et plus diversifiés. Oui. Alors ça, des côtés passionnants, c'est que je peux effectivement, en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, aller dans chaque magasin, voir chaque collaborateur. Vous le faites? Je le fais. Je le fais pas assez. Je veux le faire plus, mais je le fais. Et quel type de directeur vous êtes? Est-ce que vous avez répondu en partie à la question, mais est-ce que vous êtes plutôt très interventionniste ou plutôt à prendre un peu de hauteur et puis à voir un peu ce qui se passe, à prendre un peu plus de recul? Est-ce que vous arrivez à le faire aussi avec l'expérience? Alors ça, c'est la question, quand on répond avec sa propre perspective, est-ce que c'est réellement ce qui est perçu par les équipes? Grande question. Je souhaite en tout cas laisser beaucoup de place aux équipes. Forcément, étant dans une phase de transformation assez profonde, que ce soit le groupe ou la coopérative, il s'agit de donner de la vision, il s'agit de donner un peu de cadre pour orienter les équipes. Donc il faut quand même être relativement présent et aller en profondeur dans les sujets. Mais il faut savoir le faire tout en donnant du sens, tout en donnant de l'énergie au niveau des équipes pour pouvoir ensuite les laisser effectivement avancer. Et s'il y a un élément là qui est important, c'est tout simplement le contact. Et il y a un an, quand vous avez pris ce poste, c'était en janvier 2024, vous saviez que la restructuration que vous avez évoquée, on y reviendra en détail dans la deuxième partie, vous savez qu'elle était là, vous la connaissiez déjà, ou vous avez pris ce poste en connaissance de cause, ou bien non, il a fallu aussi composer avec ces changements? Alors, dans les grandes lignes, les sujets étaient connus. Est-ce que le rythme et l'ampleur des sujets étaient connus? Pas à cette ampleur-là, pas dans cette dimension-là. Sur le plan personnel, comment est-ce qu'on se prépare à faire une transformation de ce genre, à ce recentrage stratégique? D'un point de vue personnel, je pense qu'il y a deux choses. Il faut d'une part vraiment s'atteler à bien comprendre le pourquoi, d'où on vient, que souhaite-t-on, comment veut-on le faire. Ça, c'est le contact avec la grande direction à Zurich. Oui, mais aussi au sein de la coopérative, notamment avec le conseil d'administration, avec l'équipe de direction. Il faut que les planètes s'alignent à ce niveau-là. Ça, c'est un élément prépondérant parce que sinon on est seul, et seul, on ne fait strictement rien. L'autre élément, c'est de se sentir bien au fond de soi. Il faut se sentir bien par rapport à la situation. Il faut être en paix à quelque part avec soi-même, parce que si on est en conflit permanent avec soi-même dans une phase comme ça, on ne tient pas. Quel type de conflit, vous pensez? Est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on est 100% aligné avec l'ambition, avec les décisions qui sont prises? Parce que toutes les décisions ne sont pas faciles. Ah bah non, loin de là. Loin de là. Ça veut dire qu'il faut être convaincu, finalement, pour pouvoir les mettre en œuvre après. Oui. Surtout à ce poste-là, oui. Oui, parce qu'on est, vis-à-vis de l'équipe et des 2500 collaborateurs qu'on a du côté suisse, on responsabilise, je ne vais pas dire qu'on incarne, parce que ce n'est pas le bon terme, mais on responsabilise ces décisions et on leur donne du sens, une raison d'être à quelque part.
Justement, pour revenir sur votre parcours, le fait d'avoir gravi les échelons, euh, comment ça vous aide aujourd'hui? Dans cette période-là, vous parliez de période difficile. Est-ce que ça vous nourrit aussi? Ah, totalement. Totalement, j'ai la chance d'avoir commencé sur le terrain, d'avoir travaillé 17 ans sur le terrain. Comme apprenti, hein? Comme apprenti, Ouais. oui, absolument. Donc, je dirais le contact à ce niveau-là est facile et je comprends exactement ce qu'est chaque tâche, ayant commencé comme apprenti. Donc, je pense encore, je vais le dire au conditionnel, mais je pense encore savoir ce qu'est le travail sur le terrain et la difficulté que ça représente aussi au jour d'aujourd'hui. En plus de ça, des qualités finalement très concrètes de terrain, pour vous, qu'est-ce qui est très important aujourd'hui d'avoir en soi pour occuper le poste que vous occupez aujourd'hui et pour faire face aux défis de Migros? Bon, il y a un côté technique dans un poste tel que celui-ci, c'est bien sûr tout ce qui est stratégique, conduit de la stratégie, mise en place des organisations opérationnelles pour pouvoir atteindre les orientations stratégiques. Mais ça, c'est le côté un peu technique, c'est la mécanique, on va dire. Mais avec la mécanique, si on a un moteur qui fonctionne, la voiture ne roule pas encore. Et je pense que c'est ça l'élément qui est prépondérant au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut s'assurer aussi, à côté de la mécanique, d'avoir les conducteurs, de les avoir bien formés, qui comprennent où ils doivent aller. Et ça, c'est le côté que je trouve le plus passionnant, parce que c'est l'énergie qu'on donne au-delà d'une organisation, c'est donner du sens, c'est donner à quelque part un sens et une énergie qui est positive. Et quand on arrive à faire ça, il y a un côté vertueux qui est extrêmement intéressant au sens de l'entreprise et à la fin au sens des clients. Donc je pense ce côté-là qui intègre de l'intelligence émotionnelle et de l'écoute, et puis tout simplement d'être une personne parmi tant d'autres dans une organisation avec des responsabilités différentes, mais à la fin on travaille tous au même endroit, au profit et au sens d'une ambition commune. On y reviendra en détail dans la deuxième partie, mais pour rester encore sur votre parcours, vous avez été pas mal de fois en Asie, parce que dans différents postes chez Migros, mais aussi dans le groupe Manor, vous avez supervisé des activités en Asie, à Hong Kong, aussi en Inde. Vous n'avez jamais été expatrié, hein, il Non. me semble. C'était quelle découverte quand même de ces pays parce que vous y avez été, j'imagine, pas mal de fois. On parlait de sens de l'écoute, et là on a une toute autre culture. Qu'est-ce qui vous avait frappé le plus en commençant dans ces postes? Avec le même objectif et le même but, que la communication peut fonctionner par plein de moyens différents. Parce que les cultures, il y en a où les mots sont différents, ont un sens différent. Des fois, c'est le langage corporel, le facial, qui parle plus que les mots, qui ont aussi plus d'importance. De comprendre aussi tout le côté, au-delà de la culture, tout le côté aussi qui est en lien avec les religions, de les comprendre, les respecter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, qui me nourrit énormément, parce que ça montre aussi toute la diversité autour de l'humanité. Comment vous étiez préparé à faire face à des gens en Chine, par exemple? On vous avez un peu briefé? On vous avez expliqué Non, comment pas faire? du tout. Non. Alors j'ai commencé vraiment par des voyages d'achat, tout simplement. Donc j'étais en contact avec des fournisseurs. Et finalement, c'est de l'observation. C'est de l'observation, de l'écoute, puis chercher à comprendre. C'est quelque chose qui m'a toujours animé à travers l'observation, c'est de comprendre. Comprendre pourquoi les choses fonctionnent ainsi, pourquoi les réactions sont comme ceci, comme cela. Parce que c'est en les comprenant qu'on arrive à aller dans un sens qui nous permet d'arriver au meilleur objectif possible. La vie d'expatrié, ça vous aurait tenté? Beaucoup. Ça s'est pas fait? Ça se fera? Je sais pas. J'ai tendance à dire qu'il est trop tard. Est-ce que justement, quand vous étiez enfant, adolescent, jeune adulte, même pourquoi pas, c'était déjà quelque chose qui vous animait, cette envie d'aller découvrir autre chose, d'aller vous imprégner aussi d'autres cultures, d'autres religions, pour voir un peu comment tout ça fonctionnait? Ouais. Alors j'ai toujours aimé voyager. Ça, c'est quelque chose que ma maman m'a inculqué depuis tout petit. À l'époque, c'était surtout, c'était pas tellement les cultures et les personnes, c'était plus, on va dire, les paysages et les façons de vivre qui me fascinaient. Et puis effectivement, après, arrivant à l'âge adulte et grandissant, c'est devenu de plus en plus effectivement le côté humain et culturel de la chose qui m'a intéressé. Et c'est ça qui vous a dirigé vers la grande distribution? Non, Ou c'est... c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Je ne savais pas trop quoi faire à la sortie de l'école. J'ai été guidé dans ce chemin-là. Il s'est avéré que ça m'a beaucoup plu. Il semblait que j'aille le contact facile et moi, ça m'intéressait bien. Et puis après, ça s'est fait de fil en aiguille. Qui a décidé que vous allez faire un apprentissage dans ce domaine? À la fin, la décision, je dirais, elle était quand même chez moi. On m'a pas forcé à le faire.
mais on m'a poussé, disons, à prendre une décision, dans ce sens-là. Donc là, aujourd'hui, finalement, le pont qu'on pourrait faire avec ça, c'est la relation client. C'est la relation humaine, plus que la relation client. Donc les gens, finalement, qui font leur commission chez Migros, ce sont pas des clients. Bien sûr que ce sont des clients dans un sens intrinsèque business, mais ce sont d'abord des êtres humains qui choisissent de venir à la Migros peut-être plutôt qu'ailleurs. Donc il y a bien des raisons à cela. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à les attirer chez nous? Parce que finalement, ce sont dans la définition des clients d'une fois qui sont dans nos murs ou qui s'intéressent à nos points de contact, réseaux sociaux, etc. Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui les fait venir en amont, comment on les garde chez nous, donc qu'est-ce qui anime tout ça. Et c'est là où cet intérêt, cette compréhension autour de, je ne veux pas le sacraliser, mais de ce côté relationnel de l'être humain est intéressant. Bien sûr que le client, c'est l'élément qui nous fait avancer et qui nous construit dans nos affaires et dans nos ambitions. Le client, il est parfois un peu pénible, il est exigeant, il veut toujours des prix moins chers, il change de goût. Comment est-ce que vous restez en bon terme avec lui? On ne peut qu'être en bon terme avec son client. Toujours raison. Il a toujours raison. Non, il est important de le comprendre parce qu'effectivement, si on ne comprend pas le client et si on ne cherche pas d'une manière ou d'une autre à lui répondre, on va le perdre. Et il ne nous le dit pas à l'avance. Au moment où il a décidé de ne plus venir, il ne vient plus. Et avant qu'on le regagne, on grille beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup de clients physiques, vous avez aussi pas mal de clients en ligne. Comment est-ce que vous vous adaptez à ça? Comment est-ce que vous appréhendez le commerce en ligne de manière générale? Est-ce que vous avez dû vous adapter en tant que personne à ça? Parce qu'on est aujourd'hui un peu obligé. Ou est-ce que c'était un peu inné chez vous? Alors, d'un point de vue personnel, je dirais que ça s'est fait assez naturellement. Ayant fait ma carrière jusqu'en 2018 dans les grands magasins chez Manor, c'est là où quand même le commerce de détail, enfin le commerce online digital a frappé en premier. Donc j'y étais confronté depuis début des années 2000, 2005. Donc j'ai un peu grandi dedans, on va dire, d'un point de vue professionnel. Là où c'est bien plus intéressant, c'est de voir d'un point de vue professionnel, par rapport à la branche du commerce de détail, comment cela évolue. Ouais, maintenant qu'on n'en sait plus justement sur votre personnalité, Grégory Descaillets, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie d'émission. On va parler stratégie, on va parler concurrence, futurs projets. À tout de suite. Grégory Descaillets, le groupe Migros fête ses 100 ans cette année. Migros Genève, c'est 80 ans, c'est pas mal non plus, une longue histoire. Mais vous l'avez dit, récemment un peu compliqué. Migros a lancé en 2024 la plus grande transformation de son histoire. C'est ce que son patron Mario Imiguer a annoncé. C'était la suppression de 1500 postes, un recentrage sur des activités historiques. Et l'activité par excellence, c'est la grande distribution. On va parler des impacts à Genève de cette réorganisation. On parlera aussi de votre engagement en matière de durabilité. Mais avant, un peu un portrait quand même de Migros Genève. Vous avez donné le nombre d'employés, c'est à peu près 2500 personnes. C'est juste, y compris la France et la France. Non, c'est sans non, la non, France. on peut en rajouter 500 si on met la France avec. D'accord. Et c'est Migros. Donc Genève est aussi le district de Lyon. Hein, il ne faut pas oublier, ça compte dedans. Et je crois que vous êtes le deuxième employeur du canton, c'est juste, C'est juste. derrière Rolex. Voilà. C'est ça. En termes de chiffre d'affaires aussi, c'est presque 1 milliard. C'était en 2023, 938 millions de francs exactement. 2024, c'est des chiffres qui sont un peu au-dessus, un peu au-dessous. Non, mécaniquement, ce sera des chiffres qui sont un petit peu en dessous, notamment par les fermetures de certains marchés spécialisés. Mais si on n'avait pas fermé ces marchés spécialisés, ce serait... Alors, si on était à périmètre constant, on serait sur des chiffres à peu près équivalents. Et puis la rentabilité, c'était 2023, c'était un peu plus de 2 millions de francs de bénéfices. L'an passé, ça s'est fini comment? Écoutez, ça, je ne peux encore pas vous dire, étant donné que les clôtures sont en cours et le bilan sera publié prochainement, au cours du mois de mars. Voilà, on verra les chiffres. Parlons de cette réorganisation. Migros se recentre. Donc, c'est la fin de M Electronics, de SportX, Hôtel Plan Mikasa ou d'autres, et le recentrage sur le commerce de détail. N'oublions pas la banque également, ainsi que la santé avec Medbase ou aussi... la pharmacie en ligne Tour Rosé. Et puis pour vous, ça s'est traduit très concrètement par la fermeture en cours de magasins de France voisine. Et pour un, c'est déjà réglé, celui de Thoiry. Il était remis à Super U, le groupe. Donc ça, c'est fait. Il en reste 2, Étrembière et Nédan. Est-ce que là, vous en êtes où? Alors, je dois vous corriger. Alors, corrigez-moi. Nous n'avons pas fermé. Nous avons fait... CD, transmis? Même pas, non, nous sommes toujours là, nous sommes propriétaires de nos magasins, nous avons toujours les collaborateurs et nous exploitons toujours ces magasins.
C'est un système français Alors, que fait Super U dans cette Voilà, équation? c'est un système d'affiliation. C'est-à-dire que U est respectivement Coopérative U, comme elle se nomme, est une entreprise qui fonctionne sur le principe d'adhérents et d'affiliés. Ils mettent à disposition un service, un assortiment, de la logistique, de l'IT, etc., pour qu'un propriétaire d'un magasin puisse exploiter sous enseigne U, avec les produits et l'assortiment U, ces magasins. Donc nous, en tant que Migros France... Donc Migros France reste propriétaire, Voilà. mais vous ne prenez plus le risque opérationnel, c'est ça? Ah si, bien sûr, bien sûr. Tous les coûts sont chez nous, ce sont nos résultats. Alors qu'est-ce que ça change? Quel intérêt par rapport à la précédente organisation? La précédente organisation sous Migros était finalement un modèle suisse que nous essayions d'un petit peu transformer pour qu'il fonctionne sur le marché français. Le marché français, en termes de commerce de détail, fonctionne totalement différemment que le marché suisse. En 2 exemples, qu'est-ce qui est très différent? En 2 exemples, déjà, on est sur un marché pour prendre que le prix. En France, le prix des produits est travaillé quasiment magasin par magasin. Donc vous aurez sur un paquet de jambon de la même marque avec le même contenant, vous aurez d'un magasin à l'autre, même de la même ancienne, pas le même prix de vente. En Suisse, que vous ayez de Saint-Gall à Genève, de Chiasso à Bâle, vous aurez toujours le même prix sur le même article. Donc c'est un modèle de fonctionnement qui est totalement différent. Ensuite, il y a toutes les questions législatives, en termes de régulation et autres, qui sont totalement différentes sur la consommation, le droit alimentaire, les heures d'ouverture, etc., etc. Et pour nous, opérer ces magasins-là en propre à 100% et de gérer cette distorsion, on va dire, entre la Suisse et la France pour 3 magasins était extrêmement coûteux et énergivore. Et notre souhait est vraiment de nous concentrer sur nos activités en Suisse et de ce fait-là, de s'associer à un spécialiste, le numéro 2 du marché français. C'est finalement associer 2 forces, de par notre présence de l'autre côté de la frontière et la force de U dans son propre marché. Donc ça veut dire qu'au niveau du groupe Migros, les chiffres de ces magasins resteront comptabilisés? Oui. Et donc les 2 autres magasins, ils changent quand d'enseigne? C'est fait. C'est fait? C'est fait. Les 3 ont changé d'enseigne. Et les emplois restent les mêmes? Les emplois restent les mêmes, absolument. Vous disiez tout à l'heure, pour nous, c'est compliqué. Quand vous dites nous, c'est qui? Est-ce que c'est Zurich? Est-ce que c'est Genève? Quelle a été votre marge de manœuvre justement dans cette restructuration? Alors, dans le cadre de Migros France est une société fille à 100% de Migros Genève. Donc, l'exercice était totalement dans les mains de Migros Genève. Donc, c'est vous, uniquement vous. Oui. Et qui avait pris la décision de changer le mode d'exploitation? C'est Zurich ou bien c'était vous qui avez proposé ça? Alors, j'ai proposé ce changement. La décision finale est revenue au conseil d'administration de Migros Genève. Vous espérez donc la rentabilité de ces magasins va augmenter? Oui. C'est le but. Évoquer un peu la concurrence. On avait dit à un moment que Coop Migros, c'était un duopole indétrônable, impossible de concurrencer. Puis Aldi est arrivé, Lidl est arrivé. Denner a été repris par le groupe Migros. Donc la concurrence, elle vient de toutes parts. Par rapport à il y a 20 ans en arrière, parce que vous avez une longue carrière dans la grande distribution ici, l'intensité de la concurrence, elle est de quel niveau sur une échelle de 1 à 10? 10 étant le maximum de concurrence. Je dirais qu'aujourd'hui, elle est à 8. Il y a 20 ans, elle était? Sur le marché suisse, peut-être à 3. Ah oui. Parce qu'aux exemples que vous avez donnés, il faut rajouter le commerce digital. On y reviendra, oui. Il y a un élément aussi frontalier à Genève qui est particulier. Absolument. Oui, qui fait aussi toute la particularité du canton. Mais depuis le 1er janvier, la limite achat est passée de 300 à 150 francs. Est-ce que vous en ressentez déjà les effets ou bien pas encore? Pas encore. Ni du côté suisse, ni du côté français. Et à quoi vous vous attendez? Est-ce qu'il y a eu finalement des consignes par rapport à ça? Non. On ne s'attendait pas d'importantes réactions et pour l'instant, nous ne voyons pas d'importantes réactions, donc on ne pense pas que ça va changer. Et pourquoi donc? Je pense que c'est, si je prends une expression allemande, c'est une goutte d'eau sur une pierre chaude. C'est pas ça qui changera le problème. Qu'est-ce qui changerait le problème alors? Ça c'est une question complexe. Comment est-ce qu'on pourrait la structurer? Il faudrait, disons, si on prend l'exemple que donnait Tom, il faudrait interdire les achats. Non, absolument pas. On ne peut pas interdire. Interdire, c'est encore plus pousser à fauter, entre guillemets. Non, écoutez, il y a une question de régulation, mais il y a une question de compétitivité. Il faut dire aussi que, évidemment, c'est un marché qui est attrayant. La situation géographique de Genève est plus complexe que les autres régions. Alors, on pourrait prendre le Tessin aussi, qui est encore plus impacté que nous, mais la région bâloise, par exemple, l'est moins.
Nous sommes ici un petit peu une enclave suisse dans un territoire français. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça ainsi. C'est la réalité géographique. Hein. Mais voilà, c'est exactement. C'est cette perspective-là que je le prends. 4 km de frontière avec le canton de Vaud et plus de 100 avec la France. Voilà. Et on doit plutôt réfléchir comment travailler avec plutôt que comment travailler contre. Je pense que c'est plutôt dans cette énergie-là qu'on va trouver les réponses. Donc vous les trouverez en distinguant le service, parce qu'il y a ce recentrage sur le commerce, sur la grande distribution. Qu'est-ce qui va changer dans les magasins Migros pour eux? Écoutez, pour nous, la réponse, c'est justement la raison d'être d'avoir ces magasins en France. On aurait aussi pu dire on arrête, parce que notre cœur de métier, il est en Suisse. 2500 de 3000 emplois sont en Suisse. Donc nos activités sont là. C'est là qu'on veut se concentrer. D'avoir ces activités de l'autre côté de la frontière nous permet, entre guillemets, un petit peu de nous protéger de certains concurrents plus agressifs qui pourraient venir et qui seraient aussi plus agressifs sur le territoire suisse. Donc c'est comment travailler avec le système pour en trouver les réponses. Mais ça, chaque entreprise, y compris dans le commerce de détail, doit trouver ses réponses. Avant de parler de durabilité, quelques mots sur la concurrence du commerce en ligne. Vous l'avez brièvement évoqué. Début février, le Conseil d'État genevois a publié une étude sur les habitudes de consommation ici. Et puis on voit la progression vraiment très forte de ces achats sur le web. Pour Migros Genève, quelle réponse vous apportez à ça? Bon, le plus grand impact est sur le non-alimentaire, de très très loin. Sur la partie alimentaire, ça reste relativement faible. Je ne m'attends pas à ce que dans les années à venir, ça va fortement progresser. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de 5% du commerce en ligne alimentaire par rapport au commerce physique. Et je ne pense pas que ça va bouger de manière extrêmement importante. Par contre, sur le non-alimentaire, oui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous retirer du segment physique non-alimentaire. Parce que ce segment devient extrêmement compliqué. Comme les biens électroniques, par exemple. Voilà, par exemple. Parce qu'il est en restructuration totale. Il existera toujours, je pense, aussi en présentiel, mais sous une forme différente, avec un service différent, avec un rôle différent que ce qu'il était par le passé. Donc, avant de conclure, Tom, quelques mots sur la durabilité. Oui, tout à l'heure, Grégory, je vous demandais si le fait que Genève, ce soit un petit territoire, ça pouvait être une force pour manager. Est-ce que la contrepartie de ça, c'est pas que finalement, le fait que ce soit un petit territoire, finalement, c'est un peu plus difficile de vendre des produits locaux, puisque fatalement, moins d'espace de culture, et donc obligé d'importer plus? Vous seriez étonné, savez-vous que le canton de Genève est le plus grand producteur de tomates en Suisse? On a reçu le responsable des maraîchers il n'y a pas très longtemps, Vitobi. Voilà. Et donc cette année, nous allons par exemple faire la fête de la tomate dans nos magasins pour fêter finalement cette force de Genève. Donc non, Genève a absolument des réponses et peut regarder dans les yeux des autres régions de la Suisse. Ouais. Et on a absolument de quoi faire en termes de régionalité. C'est sur le plan de la tomate, mais par exemple sur tout le reste. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres produits. Alors écoutez, si on regarde les chiffres par rapport aux autres coopératives Migros, on n'a pas moins, en proportion, on n'a pas moins de produits de la région que d'autres coopératives en Suisse. Bon, la région, c'est compréhensible le canton de Vaud un petit peu ou pas du tout? Bien sûr, donc les zones de ce qu'on appelle de la région, notre marque de produits de la région n'est pas découpée exactement comme est découpée notre coopérative. Donc notre zone de la région s'étend encore un petit peu plus loin dans le canton de Vaud. Donc on trouve absolument tous les produits, des fruits et légumes, au jus, au miel, etc. Et toujours dans la durabilité, dans le rapport annuel 2023, c'est le dernier disponible, j'ai trouvé ce fait intéressant. Vous publiez la consommation d'énergie, d'électricité, vos émissions de CO2 dans le réseau de vente. En 2023, les achats d'énergie étaient à peu près stables, mais les émissions de gaz à effet de serre avaient augmenté de 107%, donc plus que doublé, à plus de 5,6 000 tonnes. Pourquoi est-ce qu'il y avait une si forte hausse des émissions de CO2? Et puis, quelle stratégie vous mettez en place pour les réduire? Voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les réduire, et tout le défi est là. Alors, on part de loin, étant donné qu'on a un réseau de magasins aujourd'hui qui est relativement vétuste. On est la coopérative avec les magasins les plus vieux de le réseau en Suisse, et ça, c'est bien sûr très consommateur en termes d'énergie. Donc, on met en place actuellement un programme très intensif de rénovation de nos magasins pour pouvoir changer notamment tous les appareils électriques, les frigos, etc. Vous pensez économiser quel pourcentage d'énergie? Là, j'aurais besoin de l'aide d'un spécialiste en la question, je saurais vous répondre. Ouais. C'est un exemple parmi d'autres. Un autre, ce sont les panneaux solaires. Nous avons terminé d'installer l'année dernière 2000 panneaux solaires sur le toit du centre commercial de Balexer. Nous avons plus de 1200 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit de notre centrale. Nous en installons... Et le but, c'est l'autonomie en production électrique? Non, ça, c'est une utopie. Ça, c'est une utopie. Mais déjà, d'en installer le plus possible là où c'est possible et où ça fait sens.
C'est tout un tas de petites mesures, ça c'en est deux, hein, les rénovations, les panneaux solaires. Un autre élément, c'est le transport, c'est notamment les camions. Nous allons renouveler une grande partie de notre flotte cette année, auront en grande partie des camions électriques. Aujourd'hui, on en a deux. D'ici à cet automne, quasiment tous les camions seront électriques. Hydrogène ou électrique? Non, vraiment électrique. On en aura encore quelques-uns à carburant fossile, mais bio. Le temps de les changer également. Un autre élément sur la durabilité qu'on comprend peut-être pas ainsi, mais c'est aussi le gaspillage alimentaire. C'est aussi une forme de durabilité. Donc, on travaille très fortement sur la planification de nos stocks en magasin. On en veut le moins possible, mais on ne peut pas l'éviter complètement, sinon nos magasins seraient vides à quelques minutes de la fermeture. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait avec ces invendus? On est en étroite collaboration avec la Fondation Partage, où notamment l'année dernière, on a pu leur donner 117 tonnes de produits alimentaires de nos magasins. Merci beaucoup, Grégory Descaillés, de vous être prêté au jeu des questions. Il vous reste encore une petite étape à valider, c'est le questionnaire de Proust. Je sais que vous vous êtes préparé. En plus, un petit peu, j'en profite également pour remercier Frédéric. Merci Tom. J'ai préparé l'émission. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous de votre fidélité et à bientôt. Spontanément, Roger Federer. Bien s'entourer. Lampe de poche à énergie solaire, un couteau suisse et un livre.